Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Alors aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour la seconde édition des Cafés de l'Histoire. Alors pour ceux qui n'ont pas pu participer à la première avec Monsieur Tessier, eh bien les Cafés de l'Histoire, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un nouveau concept qui a été impulsé par le groupe de travail Histoire et qui consiste à vous faire découvrir le passé de la CIM, les moments forts, et ça sur un format de 30 minutes. Donc voilà, vous étiez nombreux à vous interroger justement sur l'histoire de la CIM, du coup c'est chose faite. Cette nouvelle édition, elle va porter sur la CIM pardon, de 1945 à 1985, du pouvoir à l'influence, et elle est animée par Monsieur Régis Boula. Alors, Monsieur Boula est historien et maître de conférences à l'UHA. En ce moment, il étudie notamment le phénomène de désindustrialisation depuis les années 50 et il est aussi membre impliqué dans le groupe de travail Histoire de la CIM. Aujourd'hui, il vous partagera ses connaissances historiques et ses anecdotes autour de la CIM sur la période 45-85. Il traitera notamment de l'évolution de la CIM jusqu'à l'anniversaire de 1976, les 30 Glorieuses, l'entre-deux-guerres, avec aussi un focus passionnant sur comment les hommes pensaient pour le territoire. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Toute l'équipe de la CIM tenait, et les membres du groupe de travail Histoire tenaient à vous remercier d'avoir répondu présent pour cette seconde édition. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à Monsieur Boula. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Elisa, merci Natacha, merci à la CIM pour cette opportunité d'évoquer l'histoire de cette institution bien spécifique à Mulhouse. Comme vous l'a dit Elisa, je suis maître de conf en histoire économique à Mulhouse et en fait, je me suis d'abord intéressé dans un premier temps aux mutations économiques et sociales des Trente Glorieuses avant de m'intéresser plus récemment à l'envers industriel des Trente Glorieuses. À savoir que pendant qu'il y a ce processus de modernisation et de rattrapage des taux de productivité américains, il y a en même temps déjà un phénomène de désindustrialisation. Et pour pouvoir renouveler un petit peu les approches, et parce qu'il y avait également un vide historiographique, on connaît beaucoup la CIM au 19e, vous l'avez vu avec René Tessier, on ne la connaît pas beaucoup pour le second XXe siècle, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de prendre la CIM comme un prisme pour voir ce qui s'y passait et à la lecture de ce qui se passait à la CIM, comprendre un peu mieux l'évolution du territoire. Alors, on va donc aujourd'hui aller de 45 à 85 j'ai intitulé ça « Du pouvoir à l'influence » parce que effectivement, je veux dire 85, ça marque vraiment une rupture très nette. Alors, on va repartir depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, faire ce qu'il ferait, ça paraît un petit peu énigmatique comme ça, mais vous allez tout de suite comprendre, faire ce qu'à notre place il ferait, eh bien, ça fait référence à Jean Dollfus, qui en 1945 succède à son père Émile Dollfus à la tête d'une société industrielle qui est en sommeil depuis 5 ans. Alors, quelques mots sur Jean Dollfus, il est centralien, licencié en droit, il est rentré à la SACM en 1923. Il est membre du conseil d'administration de la CIM depuis 1934, de la chambre de commerce de Mulhouse depuis 1938. Il a fait une belle guerre. Et il est directeur de l'usine de Mulhouse en 1945, au moment de la reconstruction. Et c'est à ce moment-là que son père, Émile, qui présidait la CIM depuis l'entre-deux-guerres, meurt d'une crise cardiaque au moment de la libération, puisqu'on l'enterre le 8 mai. Et assez rapidement, il n'y a pas de problème, c'est Jean Dollfus qui, pour le conseil d'administration, lui doit lui succéder. Et lors de l'AG de la fin de l'année, qui officiellement le nomme, il fait un discours assez intéressant dans lequel il dit la chose suivante, je vous en ai mis un extrait. Il s'agit de continuer l'œuvre de nos prédécesseurs dans la ligne qu'ils nous ont tracée. Ce n'est pas refaire consciencieusement la route qu'ils ont suivie, ce n'est pas accomplir à notre tour ces actes que nous admirons chez eux, c'est faire ce qu'à notre place, ils feraient. Et de fait, il y a du boulot. Hein. Je parle des travaux de Jean Dollfus, un peu comme ceux d'Hercule, mais il y a effectivement du travail, parce que d'une part, le patrimoine immobilier de la CIM est très endommagé, dont l'hôtel de la Bourse, dont un certain nombre d'autres immeubles. Ses comptes, son patrimoine mobilier ont été saisis par les Allemands. Ces 677 membres, c'est à peu près le chiffre en 1939, sont éparpillés depuis 1940. Certains sont restés à Mulhouse, d'autres sont partis
en France occupée, etc. Il s'agit également d'accompagner la reprise de l'activité des écoles qu'elle a contribué à créer, ainsi que de participer à nouveau à la vie culturelle de la cité, et le tout dans un contexte économique et social qui est très déstabilisant pour nos patrons mulhousiens, parce qu'à la fois il est marqué par un interventionnisme de l'État en matière économique qui est de plus en plus important, nationalisation, planification, mais également en matière sociale, avec la mise en place de ce qu'on appelle l'État-providence. Or, vous savez comme moi que depuis le 19e, c'est un élément fort du rapport des patrons mulhousiens avec leur territoire que de mettre en place des politiques sociales spécifiques, à la fois spécifiques et intéressantes. Alors, aux côtés de Jean Dollfus, il faut souligner le rôle du secrétaire général Paul Schwartz, alors, qui connaît bien la maison parce qu'il est membre depuis 1919 et qui va, tout au début des années 50, l'accompagner dans ce travail immense de reconstruction. Il s'intéressera ensuite au musée, à l'impression sur étoffe. Je crois qu'Aziza, ma collègue Aziza est là, elle vous en parlera mieux que moi. Alors, quels sont les instruments de la reconstruction? Il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Je ne vais pas tous les lister et je ne prétends pas dans cet exposé à l'exhaustivité. Mais je pense qu'on doit dire d'abord un mot des comités. Parce que ceux qui existaient depuis le 19e, mécanique, chimie, histoire naturelle, ne sont pas recréés. Hein. Je cite un extrait du bulletin de 64, « La complexité de plus en plus grande et l'évolution rapide des sciences ne leur permettant plus de jouer un rôle efficace. » Par contre, je cite toujours, « Des comités nouveaux dont l'action est libre dans la sphère qui leur est dévolue constituent l'outil de travail fondamental. » Et donc, la pratique du comité subsiste, mais il s'agit de comités provisoires qui doivent permettre à leurs membres, choisis en fonction de leurs compétences, eh bien, de débattre, de s'intéresser, de faire des propositions sur des sujets d'actualité qui ont attrait à l'histoire économique et sociale de la ville. Deuxième élément intéressant, le groupe échange. Alors, il naît en 1948 sous l'impulsion de deux hommes. Jacques-Henri Gros d'une part, on en reparlera un petit peu plus tard, et son beau-frère François Speury. Et l'idée de Jacques-Henri Gros, qui connaît finalement bien et Speury aussi, et pour cause, ces dynasties mulhousiennes, eh bien, c'est de mêler, je cite, les jeunes mulhousiens de souche actifs dans leur lieu d'origine et conscients du rôle qu'ils doivent jouer, à des nouveaux venus engagés dans les administrations, les entreprises mulhousiennes. Et de fait, depuis les années 30, on constate que les dynasties mulhousiennes sont en perte de vitesse. Alors, parlons pas de déclin, c'est beaucoup trop tôt, mais en perte de vitesse, du fait des restructurations, du fait de l'évolution du textile, de la construction mécanique. Et il s'agit, pour ceux qui restent, d'acclimater les nouveaux venus à ce territoire mulhousien. Alors, le groupe échange, c'est en gros 112 membres au début des années 50, ça va évoluer 120, 125, 130, et avec un rapport qui est en gros de 70 locaux, issus principalement du textile et de la construction mécanique. Alors, il y a une limite d'âge, c'est les 40 ans, on est échangiste, si je puis dire, jusqu'à 40 ans, et au-delà, les membres du groupe échange vont se rabattre en tant que membre de l'ESSIM. Alors, le groupe échange organise des conférences, des colloques, et notamment au début des années 50, une série de tables rondes, de conférences sur l'industrie et ses problèmes actuels, où on débat de ce qui se passe dans la mécanique, la potasse, le textile. Bon, puis il y a également un certain nombre d'éléments, de réunions. Troisième instrument de la reconstruction, le bulletin. C'est vraiment un emblème de la CIM. Là, il faut souligner le rôle d'Henri Zuber, que vous connaissez comme moi, le petit-fils du peintre, le fils d'Henri Zuber, centralien, qui a successivement travaillé au MDPA, qui a été secrétaire général du syndicat industriel alsacien à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et puis il fait le reste de sa carrière à la CCM. Il est membre de la CIM depuis 27, et avec Jacques-Henri Gros, leur pari, c'est de dire qu'il faut à nouveau, rapidement, documenter les membres sur les problèmes industriels, économiques et sociaux de la région, tout en rendant compte, et c'est important, de la reconstruction et de l'activité nouvelle de la CIM et de tout ce qui touche à l'activité régionale. Alors, le premier numéro, c'est un trimestriel à l'époque, date de 46. Je vous ai mis deux couvertures. J'ai malheureusement pas la première, mais un numéro très important, celui de 48. 3 étapes de la vie mulhousienne, 98, 48, 1848, 1948. Et puis, il y a en plus un certain nombre de numéros spéciaux qui sont consacrés à des comptes rendus de congrès, des journées d'études. On y reviendra.
Dernier élément de la reconstruction, il est plus inattendu, c'est la générosité d'une descendante de ces illustres familles mulhousiennes, à savoir Gabrielle Coquelin, qui est née en 1976, qui est la fille d'Émile Coquelin, qui, étant fille unique, hérite d'un certain nombre de nombreuses propriétés plutôt, et s'étant retirée à Vevey en 1939, eh bien, elle va léguer ses propriétés, d'une part à la CIM, c'est la fameuse propriété du Mont des Roses, qu'elle met d'abord à disposition avant que le legs soit effectif grâce à Philippe Migue. La CIM va y installer un cercle d'étudiants, on y reviendra, puis ensuite un certain nombre de terrains sont vendus, et puis à d'autre part un domaine de la Vanne qu'elle lègue à la Société civile pour l'habitat, et on y construit des logements en accession à la propriété. Donc ça redonne à cette CIM qui a quand même perdu beaucoup de ses moyens, et dans l'attente des indemnités de guerre, qu'elle va toucher beaucoup plus tard dans les années 50, voire début des années 60, eh bien, ça donne un petit peu de trésorerie, de liquidité, en même temps des locaux. Je vous rappelle que les locaux sont détruits. Alors, je passe rapidement, hein, on arrive au début des années 50, pour dire qu'il y a en gros un bilan en demi-teinte. Il y a à la fois du positif et du négatif. Du positif parce que rapidement, on constate que la CIM, on le voit dans les comptes rendus du Conseil, renoue rapidement avec une partie de ses membres. Hein. On retrouve déjà 354 membres ordinaires et 64 raisons sociales et raisons sociales sur les entreprises dès 1947. Et puis, le chiffre va encore monter jusqu'aux années 50, 60. On va atteindre en gros 500. 450, 500 membres ordinaires, une centaine d'entreprises. Et puis la CIM reprend finalement assez vite sa place dans la vie mulhousienne, y compris au point de vue culturel et intellectuel. Dès 1949, il y a une exposition de peintres fauvistes, une exposition Signac en 1950, il y a des conférences, et évidemment André Siegfried, qui vient, mulhousien d'origine, qui vient faire la grande conférence de réouverture. Mais et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que malgré l'arrivée de nouveaux membres énergiques, comme Jacques Henri-Gros, comme Speury, comme quelques autres, malgré le groupe Échange, la CIM peine quand même, malgré tout, un petit peu à attirer des nouveaux membres, alors que déjà les dynasties protestantes ont eu le déclin depuis les années 30. Il y a deux éléments qui sont intéressants à lire. Il y a le cours d'économie alsacienne de Firmin Laufenburger, qui date de 1932, qui déjà souligne un certain déclin. Et puis, Laufenburger est également directeur de thèse de Jean Carré-Gros, qui fait une thèse sur le coton en Alsace, qui soutient en 1953. Et le dernier chapitre reprend un petit peu la suite du cours d'économie alsacienne et revient sur ces guépards et ces lions. Hein, je reprends Lampedusa, le titre de Lampedusa, nous étions les guépards et les lions, qui sont déjà quelque part en train de disparaître à ce moment-là. Et puis la CIM a également perdu la main sur les questions sociales, malgré une volonté réelle d'innover la matière. C'est le cas par exemple avec le comité du logement, qui est créé en 1947, mais dont rapidement l'activité se retrouve réglementée par l'État en 1953. Enfin, la construction des entreprises a été rapide, malgré des problèmes d'approvisionnement, de matières premières, de main-d'œuvre, mais elle a été largement autofinancée, ce qui a pour effet de fragiliser énormément le tissu économique à la veille de la deuxième période, les 30 Glorieuses qui démarrent cette fois pour de bon après la reconstruction, mais qui vont être également une phase de mutation industrielle très, très féroce pour les activités traditionnelles, textiles, construction mécanique du territoire mulhousien. Au cours des années 60, cette CIM évolue quant à ses objectifs et son organisation. Il faut bien qu'elle s'adapte à ce contexte nouveau, marqué à la fois, c'est paradoxal, par la croissance et également par le déclin précoce de secteurs anciens ainsi que des dynasties historiques. Alors, en ce qui concerne l'organisation, il y a plusieurs toilettages successifs des statuts. Une première alliance 56, on crée un grand conseil consultatif de 11 membres qu'on ne va pas réunir souvent, qui ne va pas jouer un rôle important, et pour que finalement ce qu'on appelait jusque-là le CA devienne de fait un bureau, où les décisions soient prises un petit peu plus facilement. Le premier toilettage des statuts, on le doit à Henri-François Coquelin, qui est un grand juriste qui s'occupe de cela. Au milieu des années 50, la CIM a un budget de fonctionnement d'environ 7 millions de francs, ce qui est intéressant, et Jean Dollfus, qui reste président jusqu'en 1964, est secondé par 4 vice-présidents. Alors, il y a une tradition, il en faut du textile, il en faut de la construction mécanique. Alors, on y retrouve André Migue, qui s'occupe des questions administratives,
Schwartz, pour les bibliothèques et les musées, c'était l'ancien secrétaire général. Jacques-Henri Gros, textile, activités culturelles et bulletins. Henri Zuber, formation et bulletins. Et puis un nouveau secrétaire général qui s'appelle Philippe Languet, qui est secondé par 6-7 salariés. Ça dépend des moments. Deuxième toilettage en 61. On met sur pied ce qu'on appelle le comité des peupliers. Je n'ai encore pas compris pourquoi ça s'appelait les peupliers, qui réfléchit une nouvelle fois au devenir de la CIM, qui doit, je les cite, devenir un centre de pensée et d'action destiné à méditer les problèmes du Mulhouse de demain, ainsi qu'attirer de nouveaux membres. Et il y a fort à faire, puisqu'on constate que c'est important d'attirer des nouveaux membres, y compris des entreprises, parce que la situation financière se dégrade un petit peu, surtout à partir de 1960. Il y a des raisons très, très simples. C'est très logique. D'une part, parce qu'il y a des entreprises qui disparaissent. En 1971, 220 établissements textiles ont déjà mis la clé sous la porte. Donc, ça veut dire que c'est des cotisations qui ne rentrent plus. Et puis, même quand les entreprises subsistent, elles changent de propriétaire, elles ne sont plus mulhousiennes. C'est le cas emblématique de DMC, qui échappe progressivement à l'influence régionale après sa fusion avec son concurrent Thirier Cartier-Bresson. Or, DMC, dans les années 60, n'acquitte plus, ou très rarement, ou en demandant des ristournes énormes, sa cotisation à la CIM. Et cet exemple-là, il est emblématique parce que c'est DMC, mais je pourrais vous en citer des tas. Et l'illustration à droite, c'est un extrait d'un PV du CA de 63, et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'entreprises, elles sont listées à gauche, qui n'acquittent pas ou en demandant des rabais, aussi bien dans le textile, dans la mécanique et l'électricité, leur cotisation raison sociale à la CIM. Alors, à partir de 1964, un nouveau président va prendre les rênes de l'institution, c'est Philippe Brandt. Jean Dollfus cherche à passer la main depuis 61 parce qu'il a été élu président de la Chambre de commerce. On contacte Bernard Thierry, qui est à ce moment-là accaparé par la restructuration de Schaeffer. Bref, il refuse. Et c'est finalement Philippe Brandt. Et je dirais que c'est l'homme de la situation parce qu'il a un profil très, très intéressant. D'abord, il est mulhousien d'origine. Puis il est passé en Suisse avec sa famille. Il est ingénieur, docteur en chimie, spécialisé dans les colorants. Il a d'abord travaillé chez Scheurer à l'eau, Tatane, avant de faire toute sa carrière chez Durand-Huguenin à Bâle, où il accède à la présidence du conseil de direction. Et donc, il connaît à la fois le territoire mulhousien, ce qui se passe à Bâle, et comme il est retraité depuis 1963, il accepte de prendre la présidence de la CIM à partir de 1974. Et sous son mandat, la CIM va prendre plusieurs directions qui sont capitales pour l'avenir et en même temps très intéressantes. Il y a d'abord tout ce qui renvoie à la genèse de l'Eurorégion, puisque à l'initiative des Bâlois de Regio Basiliensis en 62-63, les Mulhousiens vont répondre avec, en 65, la Regio du Haut-Rhin. Et puis c'est toute une dynamique de coopération transfrontalière qui se met en place bien avant que les États, avec le traité de Bonn, ne s'en occupent eux-mêmes à partir de 75. Il y a des réalisations très, très intéressantes, des comités, des créations de commissions bipartites qui réfléchissent à la main-d'œuvre, à la coopération économique, au tourisme, etc. etc. Et je vous renvoie à l'ouvrage que mes collègues et moi avions fait paraître sous la direction d'Odile Kammerer sur cet atlas transfrontalier du Haut-Rhin qui est paru l'année dernière. Autre direction, il y en a deux qui me semblent également intéressantes. La CIM s'intéresse énormément au devenir du territoire, à la prospective territoriale. Et c'est d'autant plus important que dès 1956, une étude de la direction départementale de la main-d'œuvre estime que, étant donné le baby-boom, la modernisation de l'agriculture et le déclin du textile, et puis le plafonnement de la petasse à partir de 1965, il faut créer 34 000 emplois nouveaux dans les 10 ans. Et c'est un peu pour ça que les journées mulhousiennes de l'urbanisme, je dirais, sont pensées et organisées. Il y a un bulletin spécifique qui en fait le compte-rendu. Et il s'agit notamment de développer toute cette zone rhénane où de nouvelles industries doivent s'implanter. C'est d'abord Rhône-Poulenc, et puis c'est surtout à partir de 59-60 et surtout 61, Peugeot, qui acquiert 200 hectares dans la forêt de la Harte, qui développe d'abord des activités métallurgiques et d'usinage, déjà 5700 salariés en 71, avant de devenir, grâce à des chaînes d'assemblage, l'usine dans le sud de l'Alsace ne peut plus se passer. Alors au passage, ça suscite un peu l'inquiétude de nos Mulhousiens, puisqu'ils quittent une mono-industrie et craignent d'en retrouver une autre, Peugeot prenant vraiment une place de plus en plus grande. La CIM contribue également à structurer tout ce nouveau patronat haut-rhinois. Nouveau patronat, pourquoi? Parce qu'en gros, dans les années 70, beaucoup d'entreprises qui se créent n'ont pas de capitaux, n'ont pas de lien avec le territoire haut-rhinois. Ce sont des capitaux souvent nationaux ou étrangers, comme vous pouvez le dire.
Et de fait, il faut bien à un moment ou à un autre structurer tout ça. Et c'est dans ce contexte qu'à la CIM, on songe à créer ce qui s'appelle d'abord un comité interprofessionnel provisoire de la région du Loup, le CIPREM. On doit ça à un ancien du groupe Échange, Pierre Clément, en 65, mais dès 67, on change de nom, ça devient l'APIREM, l'association interprofessionnelle de la région de Mulhouse, qui joue un rôle très très important, d'abord parce qu'elle regroupe des entreprises qui parfois ne sont pas membres de la CIM. Il y a au milieu des années, fin des années 60, 88 entreprises de la circonscription consulaire de Mulhouse. En gros, les 3/4 appartiennent à la construction mécanique et électrique, dont Peugeot, qui est représenté par Jean Mougin. Et autant Pierre-Jean Mougin, le patron de l'usine de Mulhouse, ne vient pas aux réunions de la CIM, il est pourtant membre du bureau depuis la fin des années 60, autant il s'intéresse énormément à la PIREM. La doctrine est inspirée du CNPF. On y mène un certain nombre d'études sur les problèmes intéressant l'interprofession. Et puis, progressivement, se dégage un homme qui est Philippe Le Sage, que vous connaissez comme moi, qui est issu de cette famille d'entrepreneurs catholiques. Alors, il est HEC, licencié en droit, et puis il va présider la PIREM au début des années 70. Je passe rapidement sur ma slide suivante, c'est que la CIM est à l'origine également du destin, ce qu'on appelle le destin universitaire du Mulhouse. On a dû vous parler la dernière fois des écoles de la CIM, mais moi je voudrais juste insister sur deux éléments nouveaux qui sont la formation professionnelle et l'université. Alors la formation professionnelle d'une part parce que c'est grâce à la CIM que, avec le CIF, le Centre interprofessionnel de formation qui se crée en 1945, puis avec le GIFOP qui se crée en 1969 pour coordonner les efforts de la CIM avec ceux de la Chambre de commerce, eh bien, des gros efforts sont faits pour la formation initiale et la formation continue, en gros de l'encadrement moyen supérieur à Mulhouse. Ça débouche notamment sur la construction d'une maison de la formation qui va abriter 1500 stagiaires, des auditeurs de la Chambre de commerce, les actions du CAR, le comité d'aménagement du Haut-Rhin. Il y a 40 permanents, 3000 stagiaires en 1973, et deux hommes ont joué un rôle important, Henri Zuber, dont je parlais tout à l'heure, et Joseph Oswald. Maintenant, en matière de formation, il y a un deuxième élément qui est l'université. Pour reprendre un extrait du bulletin de 64, un besoin pressant de voir se développer cette infrastructure de l'esprit. Alors, mon collègue Nicolas Soskov a écrit un petit bouquin sur l'histoire de l'université, jeune à la fois vieille et jeune histoire de l'université de Haute-Alsace. Bon, on peut retenir qu'il y a un point de bascule, c'est sans doute les journées scientifiques de 58, cette période qui va de 57 au début des années 60, puisqu'on crée pêle-mêle le collège scientifique universitaire, la propédeutique lettres, l'IUT. Et puis en 75, c'est la création de ce qu'on s'appelle à l'époque l'université du Haut-Rhin, avec un rôle fondamental joué par Jean-Baptiste Donnet, qui sera le premier président de l'université et un membre actif de la CIM. Enfin, la CIM joue un rôle culturel de premier plan, musée et bibliothèque. Aziza Green-Mariotte pourrait vous en parler mieux que moi, mais également expositions et conférences. Alors, j'attire votre attention sur les conférences. C'est d'abord des cycles parallèles, personnalités connues universitaires jusqu'en 73, et puis après 73, on passe à une formule unique, qui est la formule grand débat, où deux personnalités viennent débattre d'un sujet. C'est le cas notamment en 74, 75, je ne sais plus, entre Chevènement et Thierry de Montbrial sur le chômage et l'inflation. Enfin, il y a les journées mulhousiennes. Alors, ces journées mulhousiennes, elles démarrent à partir de 1960, parce qu'en 1960, on assiste à toute une série de manifestations variées de caractère culturel, scientifique, social, etc., avec la quinzaine suédoise des journées du tourisme. Et puis, progressivement, ça va devenir les journées d'amitié mondiale, dont Jacques-Henri Gros parle abondamment dans ses mémoires. Alors, pêle-mêle, l'Inde, l'Italie, le Canada vont être successivement les invités d'honneur de ces journées. Bien, au milieu des années 70, la CIM a donc su s'adapter, a su évoluer, malgré, je dirais, les vicissitudes de cette désindustrialisation qui démarre, mais en même temps, tout en profitant des opportunités de la croissance économique et de l'installation de nouvelles entreprises dans la région. Et à partir de 1975 démarre le troisième temps de mon intervention. Il reste 6 minutes, si j'ai bien suivi. On essaiera de faire en sorte que… cette période est donc marquée par le renouveau du modèle mulhousien d'incitation économique et sociale en temps de crise, puisque vous savez comme moi qu'à partir du premier choc pétrolier, la croissance qui s'était déjà ralentie un peu depuis la fin des années 60 plonge et ça devient très très compliqué. Alors on va successivement voir plusieurs choses. D'abord,
il y a 3 présidents qui succèdent. Bernard Thierry-Mig, qui, retiré du groupe Schaeffer, accepte de succéder à Brandt à partir de 1973. Alors, je ne le présente pas, vous retrouvez ça sur Meslan, et puis c'est quelqu'un qu'on connaît énormément, qui a un rôle de poids, hein, vraiment très grand sur les instances patronales régionales, mais je dirais même nationales. Lui succède Jacques-Henri Gros, l'homme des vallées, comme il se plaît à s'appeler. Alors, il n'est pas centralien, mais lui, il est HEC. Et puis, c'est un industriel habile, puisqu'il a su faire évoluer la SAIC en faisant progressivement un leader du velours. Et puis, c'est quelqu'un qui participe énormément à la gestion du développement économique régional. Hein. Regardez les présidences qu'il cumule, c'est assez impressionnant. Il est également membre du Conseil économique et social pendant 10 ans et il préside la CIM à partir de 1979. Et puis, le dernier, c'est Pierre Jacquet, dont le mandat va être plus court parce qu'il succède à Jacques-Henri Gros et il meurt brusquement en 1986. Et lui aussi, hein, c'est l'héritier, comme les 2 précédents, de très longues lignées de capitalisme industriel protestant. Sous l'action de Thierry-Mig, la CIM va s'imposer comme un nouveau laboratoire social. Et là, j'attire votre attention sur 2 choses. C'est notamment tout ce que fait Thierry-Mig et la CIM avec lui sur l'accueil des travailleurs migrants et le logement social. Il y a urgence parce qu'au milieu des années 70, enfin, au début des années 70, il y a un afflux continu de travailleurs étrangers qu'on ne peut pas loger ou dans des conditions qui sont absolument épouvantables. Et puis, parallèlement, des plans de construction de logements sociaux se mettent en œuvre grâce à une rénovation profonde de l'ASSOMCO et du comité logement qui était un petit peu sclérosé et qu'il faut un petit peu secouer, notamment pour faire rentrer les cotisations que les entreprises ne versaient plus. Et en gros, en 3 ans, le SIL triple ses moyens, développe une politique de réserve foncière, de réhabilitation de logements anciens, de rénovation urbaine, etc. Deuxième question importante, j'avais écrit un article là-dessus, c'est la question énergétique. Alors évidemment, elle est de première importance à partir du premier choc pétrolier, mais c'était déjà depuis le 19e siècle une préoccupation constante pour les patrons, hein, on est bien d'accord. Concrètement, la PIREM et la CIM vont mettre en place une commission économie d'énergie qui réunit les grandes entreprises, les petites aussi, avec EDF. Il y a tout un transfert d'expérience qui va se mettre en place des plus grandes vers les petites et en même temps un certain nombre d'enquêtes qui sont faites. Et parallèlement à ça, Bernard Thierry-Mig considère qu'il faut, on est en plein milieu au moment où on construit Fessenheim, mais ça fait débat évidemment, hein, et Bernard Thierry-Mig considère que la CIM doit contribuer à apporter une voix constructive au débat sur les questions énergétiques, notamment en démythifiant la solution solaire et en montrant que, au contraire, le nucléaire est synonyme à long terme de croissance économique, de croissance industrielle. Vous avez là des extraits de revues de presse. Je pourrais y revenir. En 1976, on fête évidemment les 150 ans de la CIM. Alors, grande cérémonie, honorée de la présence de Michel Poniatowski, hein, ministre d'État, ministre de l'Intérieur à l'époque. Il y a une grande séance solennelle le 8 octobre 1976. On plante un ginkgo biloba. Ça, c'est une initiative de Pierre Jacquet. Et puis, cet anniversaire, il est à la fois important, 150 ans, mais il arrive dans un contexte qui est plutôt compliqué. D'une part, il y a les élections municipales qui sont à venir, mais il y a surtout la déconfiture de l'Empire Schlumpf. Et le jour de sa visite à Mulhouse, Poniatowski annonce la mise sous séquestre des collections Schlumpf. Par la suite, la CIM continue à s'investir au service de l'homme, de la culture. Alors, on constate au passage que c'est un symbole qu'un certain nombre de manifestants n'hésitent pas à saccager, à attaquer, faute d'avoir trouvé des oreilles attentives aux syndicats patronaux locaux lors d'un conflit social à la SACM en 1979. Les liens sont toujours très forts avec l'Université d'Haute-Alsace. Des thématiques nouvelles apparaissent, l'Afrique et le développement des pays en voie de développement, le patrimoine industriel, hein, le CERAR, le CESTIM, le musée du papier peint, mais la CIM et le président du conseil régional de l'époque le reconnaît lorsqu'il vient assister à une séance en 1980, la CIM reste un modèle mulhousien de l'incitation économique et sociale. Alors j'en viens à ma conclusion. Il me reste 2 minutes et demie. Je vais prendre le temps de conclure. Je voudrais souligner 3 choses.
cette analyse rapide, et qui encore une fois n'est pas exhaustive, hein, de la CIM de 45 à 85 montre trois choses. La première, c'est que le second XXe siècle est il y a un double phénomène, voit se dérouler un double phénomène. D'abord, on assiste à la fin progressive d'un monde ancien, hein, qui était caractérisé par des secteurs d'activité, par des familles d'industriels protestants unis entre elles par un lien confessionnel, capitalistique, familial, et préoccupés des questions sociales et des liens très étroits avec leur territoire. C'est la fin des guépards à des lions, hein, je file ma comparaison avec Lampedusa, et 85-86, c'est vraiment une charnière. Vous voyez disparaître successivement Jean Dollfus, Pierre Jacquet, Jacques André, Bernard Thierry-Migue, bref. À l'inverse, on voit un monde nouveau éclore, dans lequel les dynasties ne participent plus qu'à titre résiduel au développement économique de la région. Cette région est devenue un réceptacle pour des capitaux étrangers, et le lien qui unissait ces entreprises au territoire est très, très fragile, très, très ténu. Les centres de décision ne sont pas forcément à Mulhouse. Par ailleurs, les collectivités locales jouent un rôle de plus en plus important en matière sociale et culturelle. Donc, tout ça prive un peu la CIM de moyens d'action bien. Deuxième chose, le milieu des années 80 est un point de rupture. Parce que, d'une part, la désindustrialisation s'accélère. Jusque-là, on l'avait un peu masqué, notamment parce qu'il y a un travail frontalier qui prend le relais jusqu'au début des années 80. C'est moins le cas, donc le chômage explose. Et puis, lors d'une réunion de la commission Olivier, enfin on l'appelle comme ça, la commission Olivier-Favre, qui doit faire le point sur toute cette situation qui s'aggrave, on lit la chose suivante dans le compte-rendu qui, moi, m'avait laissé sur le coup, j'étais tombé de l'armoire, je cite, « Le bassin rhénan subit plus qu'il ne maîtrise son propre destin économique ». Alors, ces phrases-là prononcées dans le grand salon de la CIM sous les portraits des dynasties Dollfus, Quéquin, Migue, je veux dire, ça a dû quand même leur coûter. Et il y a un symbole qui ne trompe pas, c'est l'arrivée en 86 de Guy Perrier à la présidence de la CIM. Et Guy Perrier a un profil complètement différent de tous les hommes dont on a pu parler auparavant. Alors, il est charentais et catholique, bon, jusque-là, rien de trop grave, résistant, c'est plutôt pas mal, Saint-Cyrien, ayant choisi la Légion, et là, ça commence à causer. Il s'est illustré en Indochine, Légion d'honneur, 6 citations sur sa croix de guerre à 27 ans. On le retrouve ensuite en Algérie, et il fait même le putsch de 61 aux côtés du général Chal, dont il est très brièvement le chef de cabinet. Tout ça lui vaut évidemment l'incarcération à Fresnes. Il doit quitter l'armée, mais ses états de service à un diplôme de centre de préparation aux affaires lui valent ensuite de se reconvertir dans l'industrie, ce qui lui permet d'arriver chez Peugeot et de prendre la tête de cette usine dont l'Alsace ne peut plus se passer à partir de 75, l'usine de Mulhouse, en même temps qu'il dirige la Pyrène. Dernier point de conclusion, c'est que cette période est vraiment marquée par le passage de la CIM du pouvoir à l'influence. Et Perrier lui-même fait cet aveu lors d'une interview relayée par l'Alsace en 1991. D'une part, l'Alsace évoque une institution qui a perdu son lustre d'antan, c'est pas faux, mais en même temps, Guy Perrier considère à juste titre que, bien que n'ayant plus l'autorité que lui conférait autrefois le pouvoir économique énorme de ses dirigeants, la CIM reste et restera un carrefour d'échange, un espace de liberté, une semeuse d'idées. Désormais, je le cite, et j'en terminerai par là, j'ai tenu une demi-heure, la CIM a plus d'influence que de pouvoir réel. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Boula. Quelques questions. Oui, voilà, on va passer aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Boula, pour cette conférence très complète, très intéressante. Donc, comme vous l'avez dit, on va maintenant passer aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à le faire via le chat. C'est le moment, n'hésitez pas. Hein. Alors, en attendant vos questions, peut-être, moi, je m'en posais une, donc je vais en profiter. Alors, je ne sais pas si ça rentre forcément dans cette période, mais je me demandais si la CIM a créé des émules. Est-ce qu'en France, il y a d'autres régions qui ont créé des associations du même type? Alors, il y a. Alors, la CIM est précurseur, hein, qu'elle est fondée en 25-26 et elle est vraiment précurseur. Et tout au long du 19e, dans tous les grands centres industriels français, vous voyez se créer des sociétés dont le but est d'encourager le développement de l'industrie. Ce ne sont pas des sociétés savantes au départ, ce sont des sociétés dont le but est d'encourager le développement de l'industrie. Alors, il y en a dans le Nord, il y en a en Normandie, il y en a dans la région de Lyon, il y en a évidemment les sociétés pour l'industrie nationale à Paris. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la CIM fait de la résistance. Et alors que toutes
sont soit tombés en sommeil, soit ont disparu, soit font juste de l'inauguration de gerbes les jours de fête du travail. La CIM, elle, est une des rares, je pense peut-être même la seule, à garder un rôle aussi actif au second XXe siècle. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater qu'au début des années 70, il y a une enquête qui est faite par la Société pour l'encouragement, la Société nationale pour l'encouragement de l'industrie, qui essaie de recenser toutes ces sociétés industrielles qui subsistent. Et le bilan est maigre, parce qu'il en subsiste seulement quelques-unes qui donnent des médailles, mais la seule à être encore très active, alors ça, les Mulhousiens sont du coup très contents, c'est la Société industrielle de Mulhouse. D'accord, ok, merci. Alors, nous avons d'autres questions. Alors, pourquoi s'arrêter? Alors, félicitations Régis pour cette très belle présentation. Pourquoi s'arrêter en 1985 et ne pas poursuivre jusqu'en 2020? Qu'en est-il des prospectives? Réponse en deux temps. Je m'arrête en 1985 pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis un historien qui travaille sur des sources et qui aime autopsier, je dirais, dans un contexte dépassionné. Et voilà. Et de fait, jusqu'à maintenant, et je n'ai pas travaillé sur des archives, je n'ai pas fait d'entretien qui concernent la période postérieure à 1985. Mais vous m'accorderez que 1985 est une date intéressante quand même, que je trouve tout à fait légitime pour délimiter cette période 45-85. Deuxième chose, la prospective. Alors, je me suis intéressé dans une autre vie, quand je travaillais sur Fourastier, à ces questions de prospective. J'ai même écrit un article sur les débuts de la prospective territoriale. Et comment dire, comme disait Winston Churchill, si vous avez une vision, allez voir un médecin. Moi, je suis toujours très circonspect, et le mot est faible par rapport au travail prospectif qui peut être fait. Alors, ça peut parfois être très utile. Et la CIM fait œuvre prospective très utile par rapport à l'aménagement du territoire dans les années 60. Maintenant, ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, à Mulhouse et dans la région alsacienne, franchement, je n'en sais rien. Et les événements récents, la crise sanitaire récente, montrent bien que finalement, tout est possible. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, j'ai une question de Monsieur Tessier. La Oui. CIM a-t-elle été un modérateur lors des tensions patronat-syndicat des années 70-80? Oui, sans doute pas en tant que tel, mais là, on est dans l'influence. Hein, on est dans l'influence de la CIM. Et la CIM joue un rôle de conseil, joue un rôle de médiation discret dans un certain nombre bien que ce ne soit pas son rôle, dans un certain nombre, mais là c'est plus l'action des individus, dans un certain nombre d'événements. Et c'est donc très injustement qu'en 1979, eh bien, une partie de ces locaux est saccagée par une quinzaine d'excités de la CGT qui, après avoir trouvé porte close à l'association patronale hébergée par la CIM juste à côté, eh bien, se venge, passe ses nerfs sur les quelques tableaux qui sont lacérés et du mobilier qui est dispersé. Alors, autre question de Monsieur Eisenegger. Bravo Régis, exposé remarquable et éclairant. La CIM peut-elle s'imposer comme un promoteur économique significatif sans un fort appui de la sphère politique? C'est difficile. D'abord, la CIM, elle peut s'imposer si c'est... Enfin, historiquement, on constate que la CIM est forte quand ses patrons sont forts et sont à la tête de secteurs ou d'entreprises ou d'industries représentatifs qui pèsent sur le territoire et qui sont enracinés sur ce territoire. Ensuite, le grand drame de la CIM, c'est que finalement, elle a perdu progressivement. Au 19e, elle fonctionnait, j'ai déjà dit, finalement comme un pôle de compétitivité très perfectionné qui, en plus de s'occuper d'innovation technique, parce que c'est ça un des points de départ de la CIM, cumulait également le pouvoir politique. Donc, elle perd ce pouvoir politique une première fois pendant l'annexion allemande avec des fonctionnaires prussiens qui viennent prendre la ville en main. Elle le perd une deuxième fois, en quelque sorte, à partir de l'entre-deux-guerres, quand Émile Muller, alors les relations sont très bonnes avec Émile Muller, mais quand Émile Muller
devient maire de la ville après-guerre. Mais je dirais que pendant toute la période des 30 Glorieuses qui nous intéresse aujourd'hui, les relations sont plutôt bonnes, sont même très bonnes entre les élus locaux, régionaux et la CIM. Mais le problème, et je termine ma réponse par ça, c'est que beaucoup de décisions politiques, et ça, les Alsaciens n'ont pas de le souligner quand on les met face à un certain nombre de paradoxes ou face aux conséquences de la désindustrialisation, le problème, c'est qu'un certain nombre de décisions sont prises à Paris, en matière d'aménagement du territoire, en matière d'implantation de sites de recherche, en matière de gestion des entreprises nationalisées. Songez à EDF, par exemple, à partir de la nationalisation, alors que les patrons mulhousiens avaient des liens, des connexions très fortes avec ce secteur qui était celui de l'électricité. Ce n'est plus le cas. On leur envoie de temps en temps un directeur régional, et puis ils changent régulièrement, et puis ils perdent l'emprise des choses. Donc oui, il ne peut pas y avoir d'action efficace s'il n'y a pas un lien avec le politique, à quelque échelle que ce soit, Paris ou la province. Alors, dernière question de Monsieur Menzer. Est-ce qu'il existe une société industrielle dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines? Et il existe, pardon, une société industrielle dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Y a-t-il des liens avec la CIM à Mulhouse? Oui, alors aujourd'hui, je ne sais pas, mais pour la période dont j'ai parlé, il y a des liens, et des liens qui sont même parfois, qui sont des liens de bonne camaraderie, de bon voisinage, mais en même temps qui peuvent être un petit peu conflictuels, notamment au moment de négocier les cotisations dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'un certain nombre d'entreprises vont être à la fois adhérentes à la Société industrielle de la vallée de Sainte-Marie, aux mines, comme d'autres, tout en étant adhérents à la CIM. Or, bien, ces adhérents des vallées, on parlait de Jacques-Henri Gros, l'homme des vallées, ces adhérents des vallées, considérant que les activités proposées par la CIM, finalement, intéressent plus l'environnement direct de Mulhouse, l'agglomération mulhousienne, que ce qui se passe dans les vallées, eh bien, essaient de négocier régulièrement des remises, des rabais, voire de ne pas payer du tout en gardant quand même un lien avec la CIM. Alors, je vois encore une question, on va finir sur celle-là. Alors, toujours de Monsieur Eisenegger, je crois, je ne vois pas le nom. Est-ce que pendant cette période objet de l'étude, la CIM a vu des adversaires déclarés à son action? Non, pas des adversaires, à part les excités dont je parlais tout à l'heure, à part quelques leaders syndicaux qui font de la vénérable vieille dame une espèce de symbole d'une emprise patronale qui de fait n'existe plus à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment d'ennemis déclarés. Non, je dirais que le principal ennemi de la CIM, c'est l'évolution, c'est la désindustrialisation. Et c'est pour ça d'ailleurs que la CIM est un observatoire remarquable pour comprendre les mutations industrielles du territoire mulhousien. Alors, la question venait de Monsieur Gain, pardon. Écoutez, on a fait le tour. Merci beaucoup pour vos questions. Merci Monsieur Bouga pour la conférence. Très, très intéressante. Pour la prochaine édition, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai l'adresse de contact dans le chat. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.